Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau journal sur RTI 1. Je vous en donne les titres. Il était vice-président de la Côte d'Ivoire depuis janvier 2017. Daniel Kablan-Duncan a démissionné de ce poste aujourd'hui 13 juillet. Il évoque des raisons personnelles. Nous aurons en ouverture de journal le communiqué de la présidence de la République. Conseil des ministres extraordinaire ce lundi, 2 points essentiels ressortent de cette rencontre, ouverte par 1 minute de silence en hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le gouvernement a fixé les modalités pour la collecte des signatures de parrainage en vue de la prochaine échéance présidentielle. La fin de l'isolement du Grand Abidjan, une mesure de lutte contre le coronavirus, est annoncée pour le 15 juillet prochain. Une décision du Conseil national de sécurité tenue cet après-midi sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Et puis également à la une de l'actualité de ce jour, le démarrage des épreuves écrites du BEPC session 2020 pour plus de 500 000 candidats. Ils composent dans différentes matières jusqu'au mercredi prochain. Bienvenue à tous. Merci de nous suivre sur RTI 1 ce lundi 13 juillet. Il n'est plus vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan a remis sa démission au chef de l'État après avoir occupé ce poste pendant plus de 3 ans. Le secrétaire général de la présidence de la République l'a annoncé ce matin. Nous écoutons Patrick Achi à ce propos. Communiqué de la présidence de la République. Le vice-président de la République, M. Daniel Kablan-Duncan, a remis au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sa démission du poste de vice-président de la République pour des raisons de convenance personnelle, par une correspondance en date du 27 février 2020. Après plusieurs entretiens, dont le dernier a eu lieu le mardi 7 juillet 2020, le président de la République a pris acte de cette démission et a procédé le mercredi 8 juillet 2020 à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions de M. Daniel Kablan-Duncan en qualité de vice-président de la République, conformément à la Constitution, telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020. Le président de la République voudrait rendre hommage à un grand serviteur de l'État, un homme de devoir et d'engagement. Le chef de l'État félicite M. Daniel Kablan-Duncan pour son importante contribution à ses côtés et au service de la nation, successivement en tant que ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président de la République. Fait à Abidjan le 13 juillet 2020. Un conseil extraordinaire des ministres a été présidé ce matin par le chef de l'État. Le conseil a autorisé la création d'une zone opérationnelle au nord du pays face à l'insécurité persistante aux frontières entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Le communiqué final de la rencontre est lu par Hamza Diaby. Au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, le Conseil a adopté un décret portant création de la zone opérationnelle Nord. Devant l'insécurité persistante aux frontières entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso, du fait de la présence de groupes armés terroristes dans ces pays voisins et suite à l'attaque du poste des forces armées de Côte d'Ivoire de Kafolan-BAC le 11 juin 2020, le Conseil a autorisé la création d'une zone opérationnelle au nord de notre pays. Cette zone opérationnelle Nord permettra de passer de la phase de surveillance des frontières
frontières à une posture défensive avec une forte capacité de réversibilité en mission offensive en vue d'empêcher toute infiltration de ces groupes armés sur le territoire national. La zone opérationnelle Nord aura pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles des troupes déployées dans le cadre de l'opération Frontières étanches, particulièrement dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, de disposer d'un commandement unique pour les opérations militaires et pour toutes les activités relevant de la défense opérationnelle du territoire en vue d'une meilleure coordination entre l'ensemble des forces de défense et de sécurité en service dans la zone concernée, d'organiser la défense civile en matière de lutte contre le terrorisme et d'en assurer la coordination avec les opérations militaires, de créer les conditions des longs séjours des officiers à responsabilité pour une meilleure connaissance du terrain, des populations, des différents animateurs et coordonnateurs des opérations. Au titre du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Conseil a adopté un décret fixant les modalités d'organisation de la collecte des signatures pour le parrainage en vue de l'élection du président de la République. Le présent décret est pris sur proposition de la Commission électorale indépendante et en application de l'article 54, alinéa 13 du Code électoral, tel que modifié par l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral qui a consacré le parrainage comme condition d'éligibilité à l'élection présidentielle. À cet effet, pour chaque candidat à l'élection présidentielle de 2020, les électeurs qui parrainent doivent être issus de 17 régions ou districts et représenter au moins 1% de l'électorat pour la région ou le district concerné. Ainsi, ce décret prévoit certaines règles concernant la collecte des signatures pour le parrainage, notamment l'institution d'un coordonnateur central désigné par le candidat à la candidature et chargé de centraliser les listes de signatures recueillies par région et district autonome, l'institution d'un collecteur régional et des collecteurs délégués également désignés par le candidat à la candidature, chargés respectivement de centraliser les listes de signatures au niveau du district et de la région au nom et pour le compte du candidat à la candidature et de recueillir au niveau du département, de la sous-préfecture, de la commune ou du village les signatures pour le dit candidat. L'obligation pour le candidat de mentionner les régions ou districts autonomes où le parrainage a été obtenu, ainsi que le pourcentage d'électeurs y ayant parrainé la candidature. L'obligation d'indiquer l'identité des électeurs qui parrainent la candidature, l'impossibilité pour l'électeur de parrainer plus d'un candidat. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 29 juillet 2020. Après cette rencontre gouvernementale, le chef de l'État a également présidé dans l'après-midi un Conseil national de sécurité. Il en ressort notamment la fin de l'isolement du Grand Abidjan prévu pour le 15 juillet, soit dans 2 jours. Communiqué du Conseil national de sécurité du lundi 13 juillet 2020. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce lundi 13 juillet 2020 une réunion du Conseil national de sécurité. Le Conseil national de sécurité a observé 1 minute de silence en hommage au Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, M. Amadou Gon Coulibaly, décédé le mercredi 8 juillet 2020. Le Conseil national de sécurité a salué l'immense contribution de l'illustre disparu dans la gestion de notre pays et des politiques et actions au plus haut niveau de l'État. Au terme des échanges, le Conseil national de sécurité a fait les principaux constats suivants. Les capacités de texte ont été augmentées pour atteindre un pic de 2219 par jour au début du mois de juillet 2020. Le système de dépistage a été amélioré et permet, depuis le 6 juillet 2020, de communiquer les résultats plus rapidement par rapport à un délai d'1 semaine à 10 jours précédemment. Les investissements effectués par le gouvernement ont permis de prendre en charge tous les malades et d'éviter la saturation des capacités du système sanitaire.
Le réseau des laboratoires à même d'effectuer des tests de dépistage Covid-19 s'est renforcé avec l'opérationnalisation du laboratoire du CHU de Boaké et de 6 autres laboratoires des CHR à l'intérieur du pays, à savoir San Pedro, Abangourou, Korogo, Odiéné, Man et Daloa, assurant ainsi un bon maillage territorial et une capacité de diagnostic à l'échelle nationale. Le nombre de cas positifs continue de croître en raison de la hausse du nombre de personnes testées par jour, mais le taux de positivité enregistre une baisse relative pour s'établir en moyenne autour de 15% à 20% contre 41% à la mi-juin 2020. Le taux de décès est resté à 0,7%, soit l'un des plus faibles en Afrique, en raison de la stratégie d'identification précoce et de prise en charge anticipée et gratuite des malades. Le Grand Abidjan demeure l'épicentre de l'épidémie avec 87% des cas confirmés, bien que les risques de naissance de foyers épidémiques à l'intérieur du pays demeurent réels. Les mesures barrières, en l'occurrence le port du masque et la distanciation physique, ne sont pas respectées par les populations. Dans le Grand Abidjan, moins de 10% de la population porte le masque. À l'intérieur du pays, le port du masque n'est pas respecté. Les stocks d'intrants, de consommables, de médicaments, de masques et de matériel de protection sont continuellement renouvelés afin d'éviter des défauts de capacité de dépistage ou de prise en charge. Les mesures sécuritaires et sanitaires ont été renforcées à l'aéroport international d'Abidjan avec la réouverture des frontières aériennes afin de garantir aux voyageurs des conditions de déplacement en conformité avec les mesures de lutte contre la COVID-19. Au regard de ce qui précède, et tenant compte de l'opérationnalisation des 5 hubs régionaux de prise en charge à l'intérieur du pays que sont Boaké, San Pedro, déjà opérationnels, et Gagnoa, Korogo et Abangourou en voie d'achèvement, le Conseil national de sécurité décide, après avis du comité scientifique, du maintien de l'état d'urgence jusqu'au 30 juillet 2020, du maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes, de la fin de l'isolement du Grand Abidjan à partir du 15 juillet 2020, du contrôle systématique du port de masque dans les véhicules et les lieux publics, ainsi que l'application des mesures coercitives définies par décret, du maintien de la fermeture des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et lieux de spectacle, du confinement obligatoire de toutes les personnes vulnérables, y compris les femmes enceintes, du renforcement de la sensibilisation communautaire en vue d'un changement de comportement, surtout à travers une plus grande implication des jeunes et des femmes encadrées par les communes. Le Conseil national de sécurité en appelle encore une fois à la responsabilité individuelle et collective des populations sur l'obligation du port de masque et du respect de la distanciation physique nécessaire pour briser la chaîne de transmission de la COVID-19. Le Conseil national de sécurité félicite le personnel soignant, les forces de défense et de sécurité, ainsi que tous les autres acteurs en première ligne pour leurs efforts sans relâche afin de permettre à notre pays de continuer d'apporter une réponse appropriée à la crise sanitaire liée à la COVID-19. Faite à Abidjan le 13 juillet 2020. Autre actualité nationale, ce lundi, plus de 500 000 candidats composent pour les épreuves écrites du brevet d'études de premier cycle BEPC, un examen de fin d'année aux couleurs de la Covid-19. Des dispositions exceptionnelles sont prises et les mesures barrières contre la pandémie respectées. Jean-Marc Djadji. Nous sommes au Collège moderne du Plateau. Ce matin, plus de 600 candidats dans ce centre affrontent les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2020. Directeur de centre, surveillant, tout le monde est à son poste.
C'est dans ce décor planté que le représentant de Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, lance officiellement le démarrage des épreuves écrites du BEPC. Après entretien avec les encadreurs, il s'assure avec les équipes de la direction des examens et concours d'ECO du respect strict des mesures barrières contre la Covid-19, notamment le port du masque et la distanciation sociale dans les salles de composition. Les épreuves écrites se déroulent sans incident majeur. Le représentant de la ministre Kandia Camara se dit satisfait. Nous sommes donc venus constater que tout se passe bien, tout se déroule plutôt bien et il était bon pour nous que nous puissions venir apporter les encouragements et le soutien de Madame le ministre pour que les acteurs, élèves, candidats donc et leurs encadreurs puissent terminer le BEPC dans les meilleures conditions. 503 472 candidats composent dans 799 centres d'examen. Les épreuves écrites du BEPC s'achèveront le mercredi 15 juillet et la proclamation des résultats est prévue pour le mardi 28 juillet 2020. À Mans, la ville aux 18 montagnes, ce sont 11 069 candidats qui affrontent ces épreuves écrites, avec comme partout dans le pays la ferme consigne de respecter les mesures barrières contre la pandémie à coronavirus. On se rend sur place avec F. Boué. Collège moderne jeune fille Dominique Ouattara de Mans, ce lundi 13 juillet 2020. C'est le début des épreuves écrites du brevet d'études de premier cycle BEPC dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus. C'est ici que se fera le lancement officiel. Il est 7 heures passées de 34 minutes. Les candidats attendent l'arrivée des épreuves. Certains affirment leur sérénité. On a bien révisé, donc on est prêt maintenant pour les écrits. L'examen est un devoir, donc ne soyons pas stressés. Ayons le courage. La première responsable de l'établissement est au four et au moulin. Les mesures barrières sont respectées en général, le lavage des mains, le port du cache-nez, tout se passe dans la sérénité. Les candidats ont déjà été reçus à l'oral, ils ont été briefés sur les instructions officielles. Quelques instants après, les autorités de la ville font leur entrée. Direction, la salle choisie pour le lancement officiel. Des conseils déjà sont donnés et un candidat vérifie si les paquets contenant les épreuves sont bel et bien scellés. La première épreuve concerne la composition française. Les autorités font le point. Je suis heureux que ce matin, les épreuves écrites se déroulent dans la sérénité et tous les acteurs invités, conviés à la sécurisation, à l'animation des centres sont présents et les dispositifs de lutte contre la Covid-19 sont en place. Il faut adapter le comportement des candidats, des enfants à ces nouvelles circonstances-là. Et c'est pour cela que nous insistons sur le respect des mesures barrières. Pour la Draine de Mans, ce sont au total 11 069 candidats répartis dans 21 centres d'examen qui espèrent obtenir ce parchemin. Dans le même temps, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle lance les inscriptions pédagogiques pour l'année scolaire 2020-2021. L'opération se fait en ligne et démarre le mercredi 15 juillet avec les 3 opérateurs de téléphonie mobile retenus l'année dernière. Les frais restent les mêmes, 6 000 francs CFA. Franck Quadio. Ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le chef de cabinet face à la presse officialise la date de démarrage des inscriptions en ligne. Pour l'année scolaire 2020-2021, l'inscription en ligne débute le mercredi 15 juillet 2020 avec les mêmes partenaires et prend fin le dimanche 13 septembre 2020 à minuit. Mais comment se déroulera le processus? Un tour au bureau du responsable du système d'information à la direction des stratégies du ministère. Le mode opératoire pour cette année scolaire est pratiquement le même que celui de l'année précédente. Il est primordial de connaître le matricule de l'élève ou le code du nouvel établissement en cas de changement. Le code est mis. Tout de suite, il est demandé aux parents de fournir le matricule. Et ensuite, le système va récapituler les informations, le nom de l'élève, son établissement actuel, le niveau dans lequel il est et le montant qu'il doit payer. Donc si les informations sont correctes, il passe à la validation jusqu'à ce qu'il soit débité par son opérateur mobile money. Ici,
La transaction est tracée en temps réel et le reçu édité à partir du site. De plus, des dispositions sont prises pour les éventuels problèmes de connectivité. Comme il y a une période de pic, à la dernière semaine avant l'inscription en ligne, vous allez voir qu'on va se retrouver avec un volume de près de 150 000 inscriptions par jour. Cette année, nous avons pris des dispositions pour corser encore les serveurs. En fait, lancer un appel aux parents. Plus vite vous inscrivez l'enfant, plus vite vous vous rendez compte s'il y a un problème par derrière. Est-ce que l'établissement a effectivement donné la bonne décision de fin d'année? Des recommandations, mais aussi des décisions prises pour préserver la qualité de l'enseignement, contexte pandémique oblige. Pour la rentrée scolaire 2020-2021, Madame le ministre nous a instruit de relever le défi de la qualité de l'enseignement du fait de la COVID-19. C'est pourquoi un mois d'enseignement sera consacré à une révision complète de tous les programmes pour mettre tous les élèves à niveau dès la rentrée scolaire en septembre 2020-2021. Rentrée des classes fixée au 14 septembre 2020, au lendemain de la clôture des inscriptions en ligne. Voilà 5 jours que la Côte d'Ivoire a perdu son Premier ministre et la région du Poro un digne fils. Il aura fallu une dizaine d'années à Madougon Coulibaly pour changer le visage de Korogo. AGC, comme il était appelé, s'est investi personnellement pour insuffler à sa terre natale une image digne des grandes villes. Éducation, eau potable, santé, route, rien n'a été laissé au hasard. Ami Sissoko. La cité du Poro, ville culturelle par excellence, s'est revêtue d'un nouvel habit depuis bientôt 10 ans. Cette marche de la commune de Korogo vers le développement est le fruit de l'engagement d'un homme, Amadou Gon-Coulibaly. Député de Korogo de 1995 à 2000, maire de la commune de 2001 à 2018, ministre de l'Agriculture, secrétaire général de la présidence de la République, avant d'occuper, à partir de 2017, jusqu'à son décès, le 8 juillet 2020, le poste de Premier ministre du gouvernement ivoirien. Le lion, comme l'appellent ses admirateurs, a pesé de tout son poids pour l'essor de sa ville. Plusieurs routes ont été ouvertes ou reprofilées. Les principales artères de la commune bitumées, lui redonnant ainsi fière allure grâce au programme présidentiel d'urgence PPU et au projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire précis. Dans les années 83, je me rappelle très bien ce qu'était Korogo. La poussière, les nids de poules. Vraiment, c'était, quand les gens disaient Abidjan, au village Korogo là, c'était ça. Mais depuis que le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir et qu'il a mis à ses côtés le digne fils de Korogo qui est Amadou Gon, ça ne s'explique pas, ça se vit. Et aujourd'hui, quand on regarde les voies non bitumées à Korogo, aujourd'hui, on peut les compter grâce à Amadou Gon Coulibaly. Vraiment, il tenait beaucoup à sa ville et il a tout fait pour que sa ville puisse prendre de l'ampleur et qu'on sente que vraiment, quand tu rentres à Korogo, tu te sens à l'aise. Tu te sens à l'aise comme tu es à Abidjan. Le visage reluisant de la capitale du Poro se caractérise aussi par l'éclairage public de tous les quartiers, sans oublier le renforcement du réseau hydraulique. Et dans le Poro, on peut compter les villages qui ne sont pas électrifiés. Avant 2010, c'était le contraire. On comptait les villages qui étaient électrifiés. Aujourd'hui, toutes les préfectures sont unanimes. Tous les départements sont unanimes qu'il n'y reste que quelques villages électrifiés dans la région du Poro. Et ça, c'est vraiment grâce à lui. Quand il fait nuit, on se croit à Abidjan, à Yamoussoukro, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir. On lui doit tout ce qu'il a fait. L'éducation et la santé des populations étaient au cœur des priorités d'Amadou Gon Coulibaly. Plusieurs infrastructures scolaires et sanitaires ont été construites durant son mandat à la tête de la mairie de Korogo. De 64 structures sanitaires à son avènement à la primature, aujourd'hui, le Poro en compte 108 bien équipés. Je l'ai appelé l'homme de la nativité, parce que partout où il construit, c'est les maternités. Si on pouvait le baptiser autrement, c'était ça.
tout ce qui est de la créativité, la santé, c'est à Amadou-Gon dans la zone ici. Le centre que vous voyez là, quand il construit, il équipe en même temps. C'est avec lui que nous avons eu cet avantage. En dehors de ces constructions, lorsque il arrive ici, il rend visite aux agents de santé dans les structures. Il fait des gestes que je ne vais pas énumérer ici. Donc ça aussi, il faut prendre ça en compte. L'un de ses vœux les plus chers était qu'on puisse avoir l'image que nous avons aujourd'hui de Korogo. Regardez un peu la commune de Korogo, il y a un moment donné, lorsque la saison sèche arrivait, un certain nombre de maladies étaient des maladies bien récurrentes. La méningite que nous avons connue aujourd'hui, nous ne disons pas que cela ait disparu totalement, mais il s'avère que vraiment, de moins en moins, nous ne parlons plus de maladies de méningite. Le nouveau visage de Korogo est bien apprécié des populations. Cependant, une inquiétude demeure. Après Amadou-Gon, qui fera comme lui? On a vraiment peur. On souhaite qu'il y ait quelqu'un. Même s'il y a quelqu'un, est-ce qu'il va faire mieux que lui? C'est une grande perte pour nous. C'est un homme digne, un homme de travail. Il a fait beaucoup pour nous. Quand je retrouve que non, le monsieur n'est plus, je pense que la Côte d'Ivoire, ou Korogo en particulier, retombe dans les années 80. Loyal, travailleur et bâtisseur, le Premier ministre Amadou-Gon Coulibaly l'a été pour le Poro. Les populations du Nord espèrent que la continuité sera assurée. Surtout, l'achèvement de tous les projets entrepris pour le développement de la région et pour le bonheur des populations. Fils émérite de la région du Poro, également membre de la génération Dougbo, le décès du Premier ministre a été durement ressenti par les peuples Atchan et Atié. En attendant de lui rendre hommage, le gouverneur du district, Begré-Mombé, exprimait la compassion de tous les villages regroupant ces deux peuples en ce moment de deuil national. Serge Collier. Les peuples Atchan et Akié, plongés dans le deuil et la consternation, Amadou-Gon Coulibaly était intégré traditionnellement à cette communauté. Son décès, le 8 juillet 2020, constitue une grosse perte. Il a été intégré au plan traditionnel dans cette grande communauté. Et vous savez qu'il y a plus de 150 villages qui sont concernés. Et cette cérémonie qui a été organisée en août 2018 et qui a réuni plus de 7 à 8 000 personnes en une seule journée, a été un tournant profond dans les rapports avec le Premier ministre. Nous le considérons comme un des nôtres. Bien sûr, en tant qu'Ivoiriens, nous sommes tous de la même famille. Notre mère patrie, c'est la Côte d'Ivoire, mais au sein de la famille, nous avons constitué une particularité avec le Premier ministre Gon, qui a été entièrement intégré dans le peuple Atchan et Atié. Il a un nom parmi nous, il a une famille parmi nous, il a des frères et sœurs parmi nous. Donc de ce point de vue, cette particularité exprime un profond attachement que nous avions pour lui. Parce c'est un homme de grande qualité. Paix à son âme, courage à toute la famille Gon et courage à sa famille politique dont nous sommes tous membres. Fils Atchan, membre de la catégorie Dougbo-Doba, Amadou-Gon Coulibaly faisait partie de la famille Godouman, une des 7 grandes familles matrilinéaires Atchan. Il a été baptisé Assawa, le filet de pêche épervier, le rassembleur. Les Atchan entendent rendre un dernier hommage à ce digne fils. Amadou-Gon Coulibaly n'était pas reconnu seulement au niveau local. Depuis son décès le 8 juillet dernier, les hommages affluent de par le monde. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc a salué la mémoire d'un homme reconnu pour son abnégation et son dévouement au travail. Issa Yeo.
Depuis l'annonce du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet dernier, les hommages pour honorer sa mémoire se multiplient. Au cours d'une rencontre avec ses collaborateurs et des diplomates accrédités dans le royaume chérifien, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc salue la mémoire d'un serviteur fidèle du président de la République Alassane Ouattara et du pays. Le plus bel hommage que nous puissions rendre à notre défunt Premier ministre, c'est de nous montrer dignes de son legs. L'ardeur et l'abnégation au travail, la loyauté à la nation, le dévouement pour la patrie, la dignité et la fierté d'être ivoirien. Nous avons le devoir de respecter la mémoire de notre Premier ministre, un grand artisan de l'essor économique et du rayonnement international de la Côte d'Ivoire. Pour rappel, Amadou Gon Coulibaly était le candidat déclaré du RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ses obsèques démarrent ce mardi. Il sera inhumé le vendredi 17 juillet 2020 à Korogo, sa ville natale. Le pays porte le manteau du deuil, mais ne faiblit point face au coronavirus. La riposte sanitaire se poursuit. Quel est le point de la situation ce 13 juillet en termes de nouveaux cas, mais aussi de guérison et de recommandations des autorités? Nous écoutons le directeur général de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 13 juillet 2020, 106 nouveaux cas de Covid-19 sur 1134 échantillons prélevés, soit 9,3% des cas positifs. 156 guéris et 0 décès. À la date du 13 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 12 872 cas confirmés, dont 6 810 personnes guéries, 84 décès et 5 978 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 77 314. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la maladie est présente sur notre sol et continue sa progression au sein des populations. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et le port du masque dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun dans cette lutte, car nous pouvons tous être contaminés. N'hésitez pas à vous rendre dans les centres d'accueil de dépistage Covid-19 si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat. Ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Quelles sont les dernières informations sur la riposte sanitaire et sécuritaire évoquée lors du point presse du gouvernement de ce jour? On en parle avec Serge Collier. Le point presse du gouvernement de ce lundi 13 juillet sur la gestion de la Covid-19 s'intéresse particulièrement à la ville de Katioula. Située au centre-nord de la Côte d'Ivoire, cette commune présente un plan de lutte en phase avec les décisions gouvernementales. On retiendra les nombreuses rencontres de sensibilisation organisées par la mairie de Katioula avec la chefferie traditionnelle, les chefs de communauté, les guides religieux, les associations des jeunes, la diffusion par un véhicule sonorisé d'un message de sensibilisation de lutte contre la Covid en français, en tabanan, en malinké. La riposte sanitaire, menée en liaison avec tous les acteurs, reste centrée sur le dépistage, la prise en charge et la sensibilisation. Des cas ont été signalés à l'intérieur du pays et constituent 4% des cas. L'intérieur du pays demeure donc toujours faiblement impacté, même si le nombre de cas est en augmentation dans certaines localités comme Boaké, San Pedro, Aboasso. Et cela devient problématique.
D'autres communes, d'autres localités comme Abengourou, Soubré, Gagnoa, Yamsokro sont à surveiller de près. Beaucoup d'efforts sur nous-mêmes sont nécessaires à faire, mais non insurmontables pour en venir à bout de cette pandémie dans notre pays. Adhérons massivement aux mesures barrières à visée préventive, c'est-à-dire en limitant tous nos déplacements non essentiels, en pratiquant la distanciation sociale, surtout physique, en nous lavant régulièrement les mains à l'eau et au savon, en portant obligatoirement nos masques dans le Grand Abidjan et de manière recommandée à l'intérieur du pays, surtout dans les milieux publics. L'efficacité de la riposte sanitaire s'appuie toujours sur le plan sécuritaire. Au moment où la Côte d'Ivoire, notre pays, pleure un fils de statut exceptionnel et s'apprête à lui rendre au plan institutionnel et populaire des hommages dus à ses rangs. À cet effet, au regard de ce qui prévaut, voulions, au nom du directeur général de la police nationale, du commandant supérieur de la gendarmerie ivoirienne, du chef d'état-major général des armées et des commandants des autres forces paramilitaires, inviter avec insistance tous nos compatriotes à observer et faire observer, à l'occasion des déplacements et rassemblements, que cette malheureuse situation engendre et engendrera tous les principes, barrières éditées, notamment et surtout celui lié au port obligatoire du masque en tout lieu public. Vigilance, respect des mesures et gestes barrières, notamment le port obligatoire du masque, sont toujours des rigueurs à Abidjan et à l'intérieur du pays. Les douanes ivoiriennes reçoivent ce lundi 275 nouveaux agents. Après 90 jours à l'École nationale des sous-officiers d'actifs, ils ont reçu leurs épaulettes et ont été présentés au drapeau national. Kader Sogodogo. Honorables invités, j'aimerais avant tout propos que nous observions une minute de silence à la mémoire du Premier ministre qui vient de nous quitter. La Côte d'Ivoire, frappée par le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le meilleur hommage que le pays pourrait rendre à celui-là même qui est mort à la tâche est de rester debout, résolument engagé sur les sentiers du développement. C'est ce qu'essaient de faire les douanes ivoiriennes. Ils sont ainsi 275 stagiaires qui, après 3 mois de formation militaire à l'École nationale des sous-officiers d'actifs NSOA de Bouaké, reçoivent leurs épaulettes. Une 54e promotion, forte de 275 stagiaires sur 276 avec un cas de décès. Ils sont 36 officiers et 240 sous-officiers. Contrôleur général, directeur général des douanes, quel nom donnez-vous à notre promotion et qui en est le parrain? Promotion Douadi Kalou, ex-directeur général des douanes, et votre parrain est Monsieur le ministre Moussa Sanogo, ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État. La promotion Douabi Kalou va marquer officiellement son entrée dans les douanes ivoiriennes par un défilé riche et varié. À cette cérémonie, la haute hiérarchie militaire était représentée par le général de brigade Traoré Zana et l'administration douanière par le colonel Ouattara Karim, inspecteur général. Au Mali, pour terminer, le pays en proie à une crise politique vit depuis vendredi des heures chaudes. Les violences ont éclaté à Bamako, faisant au moins 11 morts et 124 blessés. Et ce lundi, il y a tout juste quelques heures, Karim Keïta, fils du président, député, a annoncé sa démission du poste de président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Ce poste, qu'il occupe depuis 2013, lui avait valu de nombreuses critiques de la part de l'opposition. Mais il est surtout sous le feu des critiques depuis que des images de lui à une fête à l'étranger circulent sur la toile. C'est la fin de ce 20h. La Côte d'Ivoire reste debout. Continuons tous de respecter les mesures de sécurité pour empêcher le coronavirus de faire plus de victimes dans notre pays. Bonsoir à tous.